fait, le projet Pivot, ça se veut une action concertée entre différents partenaires communautaires et institutionnels pour s'attaquer à la problématique des violences armées. Donc, c'est vraiment de travailler, faire front commun pour diminuer, avoir un impact là, sur la violence armée à Montréal. Donc, l'idée de départ, c'est vraiment de joindre les partenaires, par exemple, policiers, qui peuvent jouer un rôle un peu plus, je vais dire, dissuasif ou répressif là, lorsque nécessaire auprès des jeunes et adultes qui continuent à agir de manière violente. Mais en contrepartie, on a besoin de tout l'écosystème des ressources et des services de la communauté qui sont prêts à donner un coup de main ou à répondre à des besoins, que ce soit au niveau des jeunes contrevenants, donc des jeunes qui ont commis des délits, ou des adultes contrevenants, donc qui sont aussi impliqués dans de la criminalité. Mais ce qu'on veut, c'est leur offrir une porte de sortie, leur offrir une gamme de services qui vont répondre à leurs besoins. Donc, les besoins peuvent être variés. Ça peut être au niveau de l'employabilité, au niveau de la scolarité, au niveau du logement, au niveau de répondre à un besoin de toxicomanie, par exemple. Donc, on veut que les ressources de la communauté soient mobilisées pour répondre à ces besoins-là. Et de l'autre côté, on a aussi besoin de la population qui soit impliquée dans la solution, dans la recherche de solutions. Donc, au-delà d'avoir les ressources officielles de la communauté qui se mobilisent, on veut aussi que les citoyens fassent partie de la solution, qui soient impliqués, qui ne tolèrent plus les gestes de violence et qui veulent faire partie justement de cette réponse-là en montrant aux jeunes et adultes, bien entendu, là, contrevenants, qui font partie de la communauté également. Donc, c'est vraiment une approche qui se veut inclusive et aussi qui vise à promouvoir la justice procédurale. Là. Donc, vraiment de voir la légitimité des actions policières qui sont bien ciblées auprès des bonnes personnes, puis d'un autre côté, que la population perçoive justement que les actions sont faites et que les services sont offerts aux jeunes de la communauté. Les partenaires dans ce projet-là sont nombreux, d'où la complexité aussi de déployer une approche comme celle-là. Quand je le nommais, il y a un volet qui est plus au niveau de la dissuasion. Donc, les partenaires principaux, bien sûr, il y a le service de police qui est présent, mais on veut mobiliser l'ensemble de l'appareil de justice. Là. Donc, on parle au niveau des services correctionnels québécois, services correctionnels canadiens, donc le service de police, comme je le nommais, les directeurs de poursuites criminelles et pénales, donc au niveau des procureurs, on a le ministère de la Justice du Québec. Donc, on veut mobiliser l'ensemble des partenaires. Puis là, j'ai même pas nommé nos partenaires jeunesse. Donc, au niveau du programme jeunesse, toute la responsabilité des suivis jeunes contrevenants, ben ça aussi, là, donc tous ces partenaires-là qui travaillent auprès des populations judiciarisées sont mobilisés dans le processus vraiment là pour voir comment on peut agir rapidement pour, je vais dire, essayer de dissuader là, le fait qu'un jeune puisse vouloir continuer dans la voie de la délinquance puis de la violence. Donc ça, c'est un des volets quand même très importants. L'autre volet qui est aussi très, très important, bien entendu, c'est toute la question de l'offre de service. Donc, l'offre de service pour répondre aux besoins des personnes judiciarisées, des personnes contrevenantes. On a besoin de nos CIUS, dans le fond. Là, donc, on est dans le secteur nord-est avec les deux quartiers qui sont identifiés, qui sont Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Donc, on a besoin du CIUS du Nord, du CIUS de l'Est pour toute la question de réponse aux besoins, je vais dire au niveau santé mentale, toxico, l'ensemble des besoins, je vais dire plus psychologiques aussi, individuels. Mais on a aussi besoin de nos partenaires communautaires qui vont pouvoir offrir des services, que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de recherche de logement, etc. Donc, c'est tout l'accompagnement qui va être nécessaire pour répondre à ces besoins-là. Donc, on a une gamme de partenaires là, qui sont aussi à développer. Là. Donc, tout n'est pas nécessairement ficelé. On a déjà des partenaires communautaires qui sont identifiés au projet. On a, à Montréal-Nord, c'est un itinéraire pour tous qui est identifié. Et à Rivière-des-Prairies, on a Équipe RDP. Donc, c'est deux partenaires qui auront un travail, je veux dire, de forage et de mobilisation là, auprès des partenaires de la communauté pour offrir de l'aide aux personnes contrevenantes. Donc, ça, c'est un des gros volets aussi importants. Puis le troisième volet, au niveau de la mobilisation communautaire, ben, je vous ai nommé les deux partenaires qui sont présents à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Il va y avoir un volet aussi d'aller chercher la mobilisation des leaders de la communauté. Donc, dans une communauté, on a des gens qui peuvent être très influents, qui peuvent justement avoir une incidence dans la vie des jeunes. Donc, ça pourrait être, par exemple, un entraîneur sportif, ça pourrait être un pasteur. Donc, des personnes qui peuvent être influentes dans une communauté. On veut aller les mobiliser justement pour qu'ils puissent aller rejoindre un plus grand nombre de personnes
pour que les citoyens se sentent interpellés par la question et aussi interpellés dans la réponse et dans la solution à offrir aux jeunes. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une approche qui se veut très inclusive et surtout participative. Là. Donc, on veut inclure le maximum de gens dans la réponse à la solution et c'est ce qui fait qu'une approche comme celle-là, je pense, gagne à être connue. C'est effectivement une approche qui est audacieuse, qui est très complexe, parce que ça agit sur différents fronts, mais en même temps, c'est une approche qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde aussi. Là, donc, c'est une approche qui a été développée là, dans les années 90. Là, quand on parle de la dissuasion ciblée, c'est vraiment de ça que ça s'inspire, le projet Pivot. C'est une approche qui a fait ses preuves dès les années 90, où dans des villes, entre autres américaines, où il y avait des problèmes importants de violence armée, donc il y a des acteurs qui se sont mobilisés pour trouver une réponse adéquate. Ils se sont rapidement rendus compte que l'approche répressive, donc purement répressive, où on arrête les personnes qui commettent des délits, ça a un effet à très court terme, mais très peu à long terme. Et si la communauté se mobilise pas non plus pour que ce soit dénoncé ou s'impliquer dans la solution, ben ça fait en sorte que la solution n'est pas durable. Puis si on n'offre pas de services ou d'alternatives aux jeunes contrevenants ou aux adultes contrevenants, ben ça fait aussi que eux ils ont toutes sortes de justificatifs qui leur permettent de persister dans leur mode de vie délinquant. Donc de dire ben moi j'ai pas de porte de sortie, j'ai pas de travail, j'ai pas rien, on me demande de changer, mais on me donne rien en échange, donc à quoi bon changer? Je vais rester dans mon mode de vie, en fait. Fait que là, c'est vraiment une approche qui a voulu combler ces différents vides-là ou répondre à ces différentes problématiques-là. Et ben ça a fait ses preuves. Là. En fait, on voit des diminutions, là, les méta-analyses, les recherches là, qui ont travaillé sur cette question-là, on voit des diminutions d'en moyenne 33% de la criminalité violente, puis certaines études qui nous soulèvent même jusqu'à 50% d'une réduction de la criminalité violente. Donc, c'est vraiment une approche intéressante à déployer, même si elle demeure complexe. Je donne un exemple. Si on a un jeune qui commet un délit violent, bien sûr, il peut être arrêté. Là, il va être suivi, par exemple, en centre jeunesse. Donc, une fois la peine est terminée, une fois le suivi légal est terminé, retourne dans la communauté. Puis bon, à ce moment-là, on souhaite qu'il recommette pas nécessairement de délits violents. L'approche Pivot, je vais dire, ce que ça rajoute, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que le traitement se fasse rapidement, première des choses. Donc, si on est capable d'accélérer le processus, ça a une visée un peu plus dissuasive. Donc, si notre action est très rapide, les policiers sont rapides pour réagir face à un geste de violence. Rapidement, il y a un traitement aussi au niveau du tribunal. Donc, il y a une prise en charge rapide. Ça, c'est un des facteurs gagnants. Mais offrir les services et offrir la réponse aux besoins, c'est aussi d'avoir des partenaires communautaires qui vont travailler conjointement avec les intervenants, je vais dire, socio-judiciaires ou par exemple là, du CIUS, là, donc les intervenants qui ont la responsabilité légale des jeunes contrevenants pour trouver des réponses à ces besoins-là et assurer un retour dans la communauté. Actuellement, c'est ce qui manque. C'est que il y a comme un vide de service pour nos jeunes contrevenants ou nos adultes contrevenants. Quand ils retournent dans la communauté, il y a très peu de soutien qui est offert par la suite. Là, ce qu'on veut, c'est répondre à ce vide-là et d'avoir des intervenants qui vont non seulement accompagner les personnes une fois qu'ils sortent, par exemple, soit de milieux de détention ou de centres de réadaptation, mais les accompagner et les guider vers les ressources qui vont répondre à leurs besoins. Donc, c'est vraiment cet élément-là, je dirais, qui est distinct puis qui va être, à mon sens, la force de ce projet-là. C'est sûr qu'à Montréal, il va y avoir quand même de nombreux défis comparativement, je veux dire, à nos collègues américains, entre autres, ou européens là, qui ont pu déployer cette approche-là. Parce que c'est sûr que l'écosystème ou la façon dont nos organismes sont organisés, justement, la façon dont l'offre de services est dispensée, c'est pas du tout la même façon qu'aux États-Unis. Donc, déjà, en partant, on a des différences à ce niveau-là. Tout notre système de justice, la façon dont les procureurs vont pouvoir, par exemple, recommander certaines peines ou suivis ou toute la logistique judiciaire ou pénale est pas la même qu'aux États-Unis. Donc déjà là, dans la façon de présenter les services, de soutenir les jeunes et de travailler, je vais dire, plus sur le volet dissuasion, là, on pourra pas fonctionner de la même façon. Donc c'est une approche qui va nécessiter des adaptations
en fonction de notre écosystème québécois, montréalais, pour offrir l'intervention qui va répondre aux besoins des jeunes. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de défi. C'est sûr que l'autre niveau de défi, c'est que dans le cadre du projet, c'est sûr, c'est un projet qui est en expérimentation, donc on est déployé dans 2 localités dans le cadre du projet, donc on est à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. C'est sûr qu'on peut pas être partout puis évaluer partout en même temps les effets de cette approche-là, donc ça se veut quand même dans un premier temps expérimental puisqu'il va y avoir une évaluation. Donc là aussi, c'est les limites. Il y a certains quartiers qu'on n'arrive pas à desservir, bien entendu, puisque c'est dans un premier temps une expérimentation. Il y a aussi tout l'enjeu des partenaires. Hein, ça demande un niveau je veux pas dire maturité, mais un niveau de confort aussi de travailler avec des partenaires à la fois communautaires et institutionnels. On a des mandats, des visions qui sont parfois très différentes. Donc là, faut arriver à ce que tout le monde s'entende avec des objectifs communs, une visée commune, un langage aussi qui est similaire. Tout ça dans le respect des mandats de chacun. Donc ça, c'est quand même un certain niveau de défi là, pour l'avoir déjà expérimenté dans d'autres approches de type action concertée. C'est quelque chose qui est généralement complexe à faire. Donc ça prend du temps à instaurer ce type d'approche-là, mais je pense que c'est la voie aussi, la façon d'arriver à s'attaquer à des problématiques sociales aussi profondes que celles des violences armées. L'évaluation, ce qui est prévu, là, c'est que tout devrait démarrer là, à partir de janvier 2024, parce qu'actuellement, on est vraiment en phase de planification, préparation, là, donc à partir de l'automne 2023, on est là. Donc, on est dans les premiers déploiements, je dirais, embauche du personnel d'intervention là, pour nos partenaires communautaires. Donc, on est dans le tout début, dans la planification, mais la phase évaluation, du moins les premières implications, ça se veut à partir de janvier 2024. C'est un projet qui est prévu sur 3 ans. Donc, on a 3 ans pour faire une démonstration que c'est une approche qui peut être viable à Montréal. En fait, c'est le souhait. Si les résultats sont intéressants puis qu'on voit que une approche comme celle-là, qui mise beaucoup plus sur la question des services à offrir auprès des populations les plus marginalisées, si ça fait ses preuves, ben là, ça va être intéressant de pouvoir généraliser ça à l'ensemble de Montréal. T'sais, moi, dans mon souhait, je veux dire idéal, j'ai toujours cru à la réadaptation, à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Donc, je pense que c'est une belle avenue qu'on peut proposer, puis si justement les résultats sont au rendez-vous, ben de pouvoir déployer ça sur l'ensemble du territoire montréalais, puis offrir des opportunités, des alternatives, offrir une deuxième chance, je veux dire, à des personnes qui ont commis des délits, peut-être qui sont impliquées dans un mode de vie délinquant. Je pense que c'est une façon d'assurer la sécurité durable de la population. Donc, c'est à travers la réadaptation puis la réinsertion sociale qu'on peut y arriver, et non pas seulement qu'en incarcérant ou en arrêtant les personnes, comme je le disais, ça va avoir un effet seulement qu'à court terme.